Rosemarie Taupin-Pélican, bienvenue sur le plateau de Résonance Créole et merci d'avoir accepté cette invitation. Merci, tout le plaisir est pour moi. Alors tu es évidemment connue comme étant la présidente de l'AFCA, mais tu es aussi écrivaine et d'ailleurs l'écriture a pris une place très importante dans ta vie dès ton adolescence. Notre bibliothèque vient de s'enrichir de ton tout premier recueil de poésie, Alkéboulane, Grandeur et déchirure, un plongeon dans l'histoire de la traite négrière, de l'arrachement à la terre d'Afrique et de toutes les horreurs qui ont ensuite suivi. Alors nous allons évidemment découvrir quelques pages ensemble, mais avant, tu partages avec nous ta citation favorite que tu empruntes à Sénèque. La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Lorsque l'on connaît ton histoire personnelle et bien sûr la tragédie aussi qui t'a touchée il y a 20 ans, on imagine que cette phrase résonne en toi avec une force toute particulière. Exactement, parce que en fait, s'il fallait rester là, attendre que les choses se fassent d'elles-mêmes, il n'y aurait pas eu d'action à l'AFCA, il n'y aurait pas eu d'avancée dans ce combat-là, comme dans tout autre combat, en fait. Il faut savoir, justement, se relever. Et c'est d'ailleurs l'objet de mes ouvrages sur les femmes que j'ai rencontrées. C'est une invitation, justement, à s'assumer, à regarder, quand l'adversité se présente, à partir en guerre, partir... je ne sais pas, pour faire en sorte qu'on avance, quoi, qu'on ne soit pas dans le fossé en permanence. Et l'écriture t'aide beaucoup dans ce travail de résilience? Oui, tout à fait, parce que bon, c'est vrai que ça n'est pas, à proprement parler, une thérapie, mais c'est quelque chose que j'aime, donc... Et puis j'ai toujours des histoires dans la tête. Vraiment, je n'ai pas le temps d'écrire tout ce à quoi je pense tout le temps. J'ai toujours des histoires dans tous les registres d'ailleurs. Et donc les dernières en date, Alkéboulane, Grandeur et déchirure, donc ton dernier ouvrage qui est publié aux éditions La Plume du Tauplican. Un recueil de poèmes, hommage aux Africains déportés, arrachés à leur terre, exilés et esclavagisés. Ton livre commence d'ailleurs par un poème intitulé Cap 110, dans lequel tu rêves, si l'on peut dire, du voyage de retour vers l'Afrique, qui pour certains, évidemment, qui pour tous, ne se sera finalement jamais fait. C'est ça. D'ailleurs, le Cap 110, c'est le point de départ. Parce que je me mets dans la posture de ces statues géantes qui ont le regard tourné vers le golfe de Guinée. Et moi, je fais à leur place le voyage. C'est comme si j'allais moi-même de l'autre côté de la mer. Et par contre, le retour se fait dans la cale du bateau négrier. Et ce premier poème, Cap 110, c'est un poème qui répond aux normes classiques, en fait, en alexandrin, avec des quatrains, etc. Et puis, la cassure après, la rupture, l'esclave étant ligoté au fond du bateau, alors mon poème, il est libéré. Je fais ce que je veux, je dis ce que je veux, contrairement à ce que l'esclave, lui, peut faire, l'esclavisé peut faire. Alkéboulane signifie le jardin d'Éden. Il s'agit d'ailleurs du nom originel qui était donné au continent africain, finalement, avant que les Européens ne le rebaptisent. Tout à fait. Et Alkéboulane signifie jardin d'Éden, mère de l'humanité. Et d'ailleurs, on dit souvent que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Dans ton livre, on suit une progression presque chronologique, oserais-je dire, au fil des poèmes, de l'exil forcé justement depuis la mer Afrique à la traversée sur les bateaux négriers jusqu'au débarquement dans ces colonies inconnues. Tu ne voulais rien omettre des souffrances endurées justement par ces hommes et ces femmes, en fait que l'on oublie aucune étape de leur péril, de leur voyage de détresse. C'est ça. En fait, j'ai voulu me mettre, moi, dans la peau de l'esclavisé pour raconter son itinéraire, raconter la traversée du milieu, raconter comment il est exploité une fois arrivé dans les colonies. Donc, ma plume, je la mets au service de la proie cette fois, et non pas du chasseur, comme ça a toujours été le cas pendant des décennies, voire plus. Donc, j'ai pris délibérément ce parti-là d'écrire l'histoire de l'esclavisé. Une histoire que certains rejetteraient encore
d'après justement certaines de tes déclarations que j'ai pu lire. Tu penses vraiment qu'en 2025, certaines personnes encore rejettent cette histoire ou en tout cas qu'il y a une forme d'oubli qui s'apparente finalement peut-être plus au déni? C'est vrai que certaines personnes préfèrent ne pas faire référence à tout ce qui est douloureux. Je le vois dans cette histoire-là, comme je le vois aussi pour ce qui concerne le crash. Il y a des personnes qui ne veulent pas en parler. Et ça n'enlève rien, si vous voulez, ça n'enlève rien à l'aspect douloureux, ça n'enlève rien non plus à cet héritage que nous portons en nous. Donc, on peut toujours le nier, mais il n'en demeure pas moins que c'est quelque part, au fond de nous, c'est là, dans nos traditions, dans nos manières de penser, dans nos manières dans le regard que nous portons sur le monde, dans tout ce que nous faisons dès lors que nous nous sommes libérés de cette emprise qui a été faite sur cette domination qui a été faite jusque dans l'esprit, dans les pensées. Oui, pas que dans la chair. Voilà, c'est ça. Donc, ces chaînes qui persistent toujours et que, heureusement, nous brisons petit à petit de manière à retrouver un peu d'humanité. Précisons d'ailleurs que ton recueil est traduit en français, en créole et en anglais. On retrouve les trois versions au sein du même ouvrage. C'était important aussi pour toi de t'adresser au plus grand nombre? Oui, c'était important justement parce que moi, je veux aussi que cette histoire-là, qui est racontée de manière tout à fait singulière, hein, je n'ai pas eu, moi, l'occasion de lire cette histoire, enfin, une histoire qui se rapporte sur la traite sous forme de poème. Donc, j'ai voulu justement que cette histoire voyage, que cette histoire puisse être lue non seulement par mes frères d'ici, mais aussi mes frères d'ailleurs, et au-delà de mes frères, à tous ceux qui s'intéressent justement à l'Afrique, à ce qu'elle était autrefois. Effectivement, je l'ai dit en préambule, il s'agit de ton premier recueil de poésie. Tu romps avec ton style littéraire habituel. Cette histoire-là, pourquoi tu as souhaité la raconter à travers la poésie? Elle est tellement douloureuse que je me suis dit que cette forme-là, c'était peut-être la forme la plus appropriée et c'était aussi une forme inédite. Donc, j'ai fait ce choix-là parce que, bon, déjà, j'aime beaucoup la poésie. J'ai, au-delà d'Alkebulan, hein, j'ai des ouvrages qui attendent. Mais celui-là, il me tenait vraiment à cœur de le sortir comme ça et de le sortir aussi dans les 3 langues pour qu'il puisse être accessible au plus grand nombre. À travers ces vers, tu poses aussi l'épineuse question de la réparation. J'ai presque envie de te demander de l'impossible réparation. Sera-t-il possible un jour de réparer un tel crime? Ben justement, j'ai 3 poèmes dans lesquels je dis que réparer tout cela, ça, c'est de la chimère en fait. On ne peut pas réparer, on peut toujours compenser, mais réparer stricto sensu, c'est juste pas possible. Trop de mal a été fait, trop de souffrances, trop de, comment dire, et des souffrances qui se sont éternisées pendant 4 longs siècles. Donc, on ne peut pas réparer ça par un tour de passe-passe et puis se dire qu'on est quitte. C'est pas possible. Tu esquisses tout de même une note d'espoir puisque tu nous parles aussi de réconciliation. Il y a un poème qui est dédié à la réconciliation. Là, est-ce une chimère de penser qu'un jour elle est possible ou à défaut de réparation, est-ce que la réconciliation est envisageable? Ben, en fait, il y a 2 parties en jeu, 2 parties. La partie des afrodescendants, des Africains, et l'autre partie, celle des colons, celle des néocolons. Et en fait, pour que la réconciliation se fasse, il faudrait que les 2 parties veuillent qu'elle se fasse. Et déjà, que l'autre partie reconnaisse ses crimes, reconnaisse l'ensemble de ses crimes, reconnaisse que ce dont elle a hérité, à travers le temps, oui, elle l'a acquis d'une certaine manière, oui, qui n'était pas régulière.
il faudrait qu'elle accepte de restituer ce qu'elle a acquis en volant, en truandant, etc. Donc, j'ai envie de dire que la balle n'est pas nécessairement dans le camp des Africains, des Afro-descendants. Ce n'est pas impossible, mais disons qu'il y a encore des ponts à dresser. Ce n'est pas impossible, mais ça risque d'être encore long. Oui. Ouais. Alors justement, avant de nous quitter, tu as souhaité rendre hommage à l'égyptologue, chercheur en histoire et écrivain Nusere Kalala Omotunde. Alors j'ai appris donc qu'il était d'origine guadeloupéenne, mais il a été naturalisé camerounais. Et il a énormément œuvré justement pour la reconnaissance du génie africain, ainsi que pour une autre lecture de l'histoire. Vu qu'on a souvent dit que très longtemps l'histoire a été racontée par un seul côté, donc par un prisme en particulier. Il fait partie de ces personnes qui ont donné peut-être une autre perspective à cette histoire. Tu m'as dit que tu as appris énormément de ses écrits et de ses recherches. Ah oui. À chaque fois que j'ai écouté Kalala Omotunde, même si au départ je faisais autre chose, quand je l'entendais, j'arrêtais tout parce que pour moi, c'était le savoir qui entrait chez moi, la connaissance qui entrait chez moi. J'ai rarement rencontré des personnes comme Omotunde, comme Monsieur Omotunde. J'ai eu à l'époque un professeur de philo qui s'appelait Bernard Henry, qui était d'ailleurs aussi un Guadeloupéen, et c'était à peu près la même chose. Se dire qu'il existe des gens comme nous qui ont osé aller chercher le savoir, c'est un égyptologue, Omotunde, c'était comme si vous étiez dans une chambre noire et puis que vous mettiez votre négatif dans un révélateur. Donc, on se rend compte que finalement, tout ce que nous savons, tout ce que nous avons appris jusqu'alors, c'était des futilités, c'était des mensonges. Et Omotunde a eu ce mérite-là de m'enseigner, ce qu'était vraiment l'Afrique, quelles étaient les connaissances de l'Afrique, surtout dans la période de grandeur. Parce qu'on ne parle pas de cette période-là, à la période précoloniale. Oui, on parle maintenant de l'Afrique affligée, de l'Afrique spoilée. Exactement, mais la partie sombre qu'on a rendue sombre depuis qu'on a décidé que les Africains, c'était pas des hommes, c'était des bêtes et qu'il fallait leur mettre des fers. Donc, Omotunde raconte que finalement, avant l'arrivée des Européens, il y avait Alkebulan, avec des royaumes, avec des empires, avec des richesses. Lors du Mali, par exemple, il y avait... Et l'Afrique avait déjà une vie de commerce, une vie avec Tombouctou, des centres culturels, des bibliothèques. C'est extraordinaire d'apprendre ça. Oui. Quand on vous dit que c'était des sauvages, on imagine des gens avec des pagnes et puis point barre, c'est tout, des sauvages. Et justement, on pourra découvrir aussi cet autre pan de l'histoire à travers ton dernier ouvrage, donc Alkebulan, Grandeur et déchirure, disponible dans toutes les bonnes librairies. Oui. Merci beaucoup Rosemarie Taupin-Pélican, merci d'être venue répondre à nos questions, de nous avoir présenté ton dernier ouvrage. Et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir partagé ce moment avec nous. On se retrouve bien sûr dès demain pour ouvrir une nouvelle page dédiée à la culture. Soyez au rendez-vous.